Bonjour à tous et bienvenue pour notre webconférence sur les risques psychosociaux et comment mettre en place une démarche de prévention. Je suis Mylène Volpillac, ambassadrice Jury Travail et aujourd'hui je suis accompagnée de Malvina Ruiz. Donc, bonjour Malvina. Bonjour. Malvina qui est juriste du coup expert chez Jury Travail. Avant de rentrer dans le vif du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir les risques psychosociaux en entreprise, qu'est-ce que Jury Travail pour ceux qui ne nous connaissent pas encore? Jury Travail, c'est le leader de l'information juridique en ligne depuis 20 ans cette année. Nous avons une équipe de 50 juristes experts et 700 avocats qui quotidiennement décryptent l'actualité juridique et rédigent des actualités, des dossiers, des modèles de lettres et de contrats pour vous aider dans la gestion de votre entreprise au quotidien. Ces experts-là vous accompagnent dans vos démarches, quel que soit le domaine de droit. Et aujourd'hui, et nous en sommes très fiers, nous avons plus de 3000 entreprises qui nous font confiance et utilisent nos services que nous avons créés spécialement pour les professionnels et les entreprises. Quels sont-ils ces services? Il s'agit de formules. Donc, nous avons différentes formules qui vous permettent de contacter quand vous le souhaitez un juriste qui répondra à votre problématique et à vos questions, quel que soit le domaine de droit. Nos formules pro vous permettent également d'accéder à l'ensemble de notre base documentaire faite de dossiers, de modèles de lettres et de modèles de contrats qui sont bien évidemment à jour des dernières lois et vous pourrez bénéficier également de votre convention collective à jour des derniers accords. Je vous invite vivement à l'issue de la webconférence à aller sur notre site pour découvrir nos formules et choisir celle qui vous correspond le mieux et qui correspond le mieux à votre entreprise. Rentrons du coup, Malvina, si tu le veux bien, dans le vif du sujet des risques psychosociaux avec un petit point sur le contexte. Notre webconférence durera 45 minutes. Nous allons à l'issue répondre à quelques-unes de vos questions. Je vous invite vivement à les poser dans le chat que vous avez en bas à droite dans l'onglet questions et de voter pour les questions des autres participants qui vous semblent les plus intéressantes et pertinentes. Si jamais nous n'avons pas le temps malheureusement de répondre à toutes vos questions, vous pourrez les poser directement sur le site de Jury Travail. Je vous donnerai le lien un peu plus loin dans la présentation. Et je pense que vous l'aurez dans le chat également. Nos juristes vous répondront gratuitement à votre question ou votre problématique. Donc, petit point sur le contexte. Les organisations aujourd'hui, les entreprises se transforment. Le travail évolue et notamment, on le sait depuis 2020 avec le télétravail. Du coup, les risques professionnels ont beaucoup évalué également. Ça fait une vingtaine d'années en moyenne que le stress et plus largement du coup les risques psychosociaux sont apparus comme des sujets majeurs de la vie au travail. Du coup, ils deviennent les sujets majeurs des employeurs et des entreprises. Aujourd'hui, on va faire le point avec Malvina sur vos obligations en tant qu'employeur et surtout comment mettre en place une démarche de prévention des risques psychosociaux efficace au sein de votre entreprise. On va traiter le sujet dans 6 grandes parties. Dans un premier temps, déjà, que sont les risques psychosociaux? Comment on va les définir? Quels sont les facteurs de risque? Comment les prévenir? Comment ensuite les identifier? Une fois qu'ils seront identifiés, comment on va mettre en place une démarche de prévention dans l'entreprise? Et ensuite, Malvina nous parlera des conséquences et des sanctions encourues en cas de non-respect de vos obligations. Du coup, nous pouvons commencer, Malvina, avec une définition déjà des risques psychosociaux. Qu'est-ce que c'est et peux-tu nous citer des exemples? Oui, avec plaisir. Donc déjà, merci Mylène pour ta présentation. Donc en France, les risques psychosociaux correspondent à une catégorie de risques pour la santé mentale, physique et sociale, qui sont généralement engendrés par les conditions d'emploi, les facteurs organisationnels et relationnels, et qui sont susceptibles d'interagir avec le fonctionnement mental et qui induisent divers troubles psychosociaux.
Donc, le terme de risques psychosociaux, c'est constitué pour prendre en compte des différents types de souffrances au travail que le seul mot stress ne suffisait plus à cerner. Et donc, l'usage de cette terminologie s'est vraiment répandu en France autour de l'année 2005, à la suite de la médiatisation de suicides sur les lieux de travail. Donc, comme Mylène l'a si bien dit, avec le contexte actuel et notamment avec les bouleversements organisationnels et les nouveaux modes de travail, comme par exemple le télétravail, les risques psychosociaux ont vraiment tendance à se développer au sein des entreprises. C'est donc vraiment primordial de les prendre en compte dans la gestion de votre entreprise. Donc, les risques psychosociaux, dits aussi donc les RPS, ce sont des risques qui peuvent être induits par l'activité elle-même ou générés par l'organisation et les relations de travail dans l'entreprise. Donc, on va pouvoir les retrouver dans des situations de travail où sont présents, par exemple, du stress, des violences internes ou externes. Donc, ils peuvent prendre différentes formes et peuvent se manifester de différentes manières en fonction du salarié, parce que, bien évidemment, tous les salariés ne réagissent pas de la même manière en fonction des situations. Donc, je vais vous donner des exemples de risques psychosociaux. Donc, tout d'abord, on a le stress. Donc, dès lors qu'un salarié est stressé, cela peut vraiment constituer une alerte sur la dégradation de sa santé. Donc, par exemple, le salarié peut être stressé lorsqu'il est face à des exigences professionnelles qui vont dépasser ses aptitudes et ses compétences, ou par exemple en cas de surcharge de travail, de dysfonctionnement organisationnel, à cause d'une mauvaise ambiance de travail, ou même encore en cas de harcèlement moral ou sexuel. Donc, dans toutes les entreprises, il y a beaucoup de salariés qui sont stressés et ça depuis de plus en plus. Et notamment, on a eu un rapport Gallup de 2022 qui le démontre et qui montre que 44% des salariés se sentent la plupart du temps stressés dans leur travail. Donc ensuite, on a le burn-out, donc c'est l'épuisement professionnel. Donc, il arrive quand le salarié est épuisé physiquement et moralement au travail. Donc, en général, le salarié il ne va plus trouver de sens à son travail et ne pourra pas atteindre les résultats souhaités. Donc, ensuite, on a les violences externes et les violences internes. Donc, les violences externes, ça peut correspondre aux insultes, menaces, agressions qui sont exercées dans le cadre du travail, mais par des personnes extérieures à l'entreprise. Et enfin, nous avons du coup les violences internes, donc là qui correspond au harcèlement moral ou sexuel ou des conflits qui sont exacerbés entre plusieurs personnes de l'entreprise. Donc par exemple, pour le cas du harcèlement, en cas de suspicion, l'employeur doit s'assurer de la matérialité des faits lorsqu'il a la connaissance de faits de harcèlement dans son entreprise. Et pour cela, il pourra mettre en place une enquête interne et prendre des mesures pour faire cesser les agissements constitutifs de harcèlement et les sources de RPS. Donc, l'exposition à ces situations de travail peut vraiment avoir des lourdes conséquences sur la santé des salariés et notamment en termes de maladies cardiovasculaires, de troubles anxio-dépressifs, d'épuisement professionnel et, dans le pire des cas, de suicide. D'accord, donc pas à prendre à la légère. Et du coup, quels sont les 6 facteurs de risque psychosociaux? Alors, les risques psychosociaux, donc comme je vous l'ai dit, peuvent se développer suite à plusieurs situations. Donc, il faut bien noter que chaque salarié réagit vraiment différemment. Donc, en effet, par exemple, le manque d'autonomie ou de marge de manœuvre chez un salarié peut l'affecter psychologiquement, tandis qu'un autre salarié dans la même situation ne sera pas du tout affecté psychologiquement. Donc, ça va vraiment dépendre de la situation et du salarié, comment il va réagir. Donc, en général, les conditions de travail et l'organisation managériale sont les causes principales des risques psychosociaux. Donc, ces facteurs qui peuvent être combinés ou non, ça n'a pas d'importance, entraînent donc des risques psychosociaux. Donc, on retrouve 6 facteurs principaux de risques psychosociaux. Donc, je vais vous les présenter au fur et à mesure. Donc, le premier facteur, c'est les exigences au travail.
Donc, c'est le cas où certains salariés peuvent ne pas supporter certaines exigences au travail. Par exemple, un travail complexe et intense comme une surcharge de travail, des objectifs inatteignables. Et dans ce cas-là, ça va provoquer un stress intense chez le salarié. Ensuite, le second facteur principal, c'est les exigences émotionnelles. Donc, les RPS peuvent être provoqués par des relations conflictuelles avec différents interlocuteurs et notamment par le fait parfois de devoir masquer ses émotions dans certaines situations, ce qui peut parfois être difficile pour le salarié. Donc ensuite, le troisième point, c'est le manque d'autonomie et de marge de manœuvre. Donc là, le salarié peut parfois développer des RPS s'il se sent surveillé, oppressé et qu'il n'a aucune marge de manœuvre dans les missions qui lui sont confiées. Par contre, il faut faire attention parce qu'à contrario, le salarié ne doit pas avoir trop de marge de manœuvre. Il faut vraiment qu'il ait des objectifs clairs et précis pour la réalisation de ses missions. Donc, pour le quatrième point, on a les mauvais rapports sociaux et les relations de travail qui peuvent entraîner un stress et une difficulté pour le salarié à venir au travail. Le cinquième facteur correspond au conflit de valeurs et à la qualité empêchée. Donc, c'est le cas où le salarié peut être confronté à des conflits de valeurs et en décalage avec l'entreprise. Donc, par exemple, les valeurs du salarié ne correspondent pas du tout aux valeurs de l'entreprise et dans ce cas-là, il risque de perdre le sens de son travail. Et enfin, le dernier facteur principal correspond à l'insécurité de la situation de travail. Ça peut être le cas notamment en cas de travail précaire, de changement de qualification soudain ou par exemple de retard dans les versements des salaires. Merci beaucoup. Du coup, pourquoi, en tant qu'employeur, prévenir les risques psychosociaux au travail? Alors, c'est une question importante et il y a plusieurs raisons à cela, mais tout d'abord pour améliorer les conditions de travail de vos salariés, mais surtout pour vous prémunir en cas d'action en reconnaissance de faute inexcusable de l'un de vos salariés. Donc, je reviendrai sur la question de la faute inexcusable ultérieurement. Donc, en effet, un salarié qui souffre de risques psychosociaux va vraiment progressivement voir sa situation se dégrader. Et en fonction de l'intensité et de la durée d'exposition aux facteurs de risque, le salarié peut voir sa santé affectée. Donc, nécessairement, la présence de RPS chez les salariés dans votre entreprise va vraiment entraîner de lourdes conséquences. Et par exemple, le trouble généré par le stress peut être un facteur d'absentéisme, une source de désengagement et de perte de confiance, et même un signe avant-coureur du burn-out. Donc, tout d'abord, prévenir les risques psychosociaux au travail va vous permettre de maîtriser l'absentéisme et le turnover au sein de votre entreprise. Donc, effectivement, la prévention des RPS en entreprise est vraiment indispensable pour réduire l'absentéisme au sein de votre structure parce que les RPS entraînent des conséquences néfastes sur la santé des salariés, ce qui va contribuer forcément à davantage d'arrêts maladie, à une hausse de l'absentéisme, mais également indirectement au turnover au sein de l'entreprise. Et par ailleurs, qui dit absentéisme, dit remplacement du salarié et donc intégration et formation d'un nouveau collaborateur ou bien répartition de la charge de travail entre les autres salariés présents et donc forcément un facteur de stress supplémentaire pour les salariés présents au sein de l'entreprise. Donc ensuite, le deuxième enjeu de la prévention, c'est celui de réduire les coûts pour votre entreprise. Parce qu'en effet, à l'heure actuelle, il n'existe pas de tableau des maladies professionnelles propres aux risques psychosociaux. Néanmoins, un salarié qui est exposé à un ou plusieurs risques psychosociaux et victime par la suite d'une maladie psychique telle qu'un burn-out par exemple, peut toujours obtenir la prise en charge de sa pathologie psychique au titre de la législation professionnelle, et ce par le biais du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Et de même, lorsque l'exposition au RPS conduit au décès du salarié, donc au suicide, celui-ci pourra être reconnu comme ayant une origine professionnelle et qualifié d'accident du travail. Et donc, par ailleurs, la reconnaissance d'une maladie ou d'un accident comme étant d'origine professionnelle a nécessairement un coût pour votre entreprise, puisque au niveau de la prise en charge du salarié en arrêt de travail, vous devez verser forcément des indemnités complémentaires sans délai de carence, mais ça a également un impact sur le taux de cotisation AT-MP qui s'applique à votre entreprise. Et celui-ci pourra être réévalué à la hausse dès lors que le nombre d'AT-MP dans votre entreprise va augmenter. Et par ailleurs, selon l'INRS, donc l'Institut national de recherche et de sécurité, pour la France, le coût social du stress au travail est évalué entre 1,9 et 3 milliards d'euros. Donc cette estimation comprend le coût des soins et la perte de richesse pour cause d'absentéisme, de cessation prématurée d'activité et de décès prématuré. Donc, il est vraiment important d'agir sur ces RPS pour réduire les coûts. Et par ailleurs, dans certains cas, la responsabilité de l'employeur peut être engagée et la faute inexcusable pourrait être retenue. Alors ensuite, la prévention des risques professionnels en entreprise présente également un intérêt pour gagner en productivité. Donc, en effet, des salariés qui se sentent bien au travail présentent moins de risques d'être absents, mais sont également plus impliqués et motivés. Donc, la productivité augmente forcément. Et la qualité et la quantité du travail produit résultent en grande partie des conditions dans lesquelles les salariés travaillent. Donc, les risques psychosociaux ont également des conséquences sur votre marque employeur. Donc, la marque employeur, elle est devenue ces dernières années un outil d'attractivité incontournable en matière de recrutement et de développement RH. Donc, elle contribue non seulement à fidéliser les salariés en poste, et elle les incite à maintenir leur effort positif pour l'entreprise, mais c'est également un argument de taille pour attirer les nouveaux talents dans une entreprise. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, les candidats ne regardent plus seulement le salaire et les avantages proposés, mais ils regardent aussi la marque employeur et ce qui devient un outil de recrutement indispensable. En effet, rien de plus préjudiciable à votre image qu'un salarié qui parle négativement de vous et du climat social présent au sein de l'entreprise. Ça ne va pas donner aux prochains salariés de venir travailler chez vous. Donc, cela passe nécessairement par la prévention des risques psychosociaux au travail. Donc enfin, la prévention des RPS dans l'entreprise est également un moyen de s'engager dans une démarche RSE. Donc la RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises qui comprend les actions mises en place par une entreprise pour avoir un impact positif sur la société tout en étant économiquement viable. Donc là encore, vos actions en matière de RSE ont une réelle importance auprès des collaborateurs en poste et des candidats à l'embauche. Parce que comme pour la marque employeur, les candidats à l'embauche sont nombreux à être attentifs aux engagements pris par une entreprise en matière d'environnement, mais également sur le plan humain, notamment en termes de préservation de l'emploi, de pénibilité au travail, d'hygiène et de sécurité des travailleurs et bien évidemment en matière de risques psychosociaux. Merci Malvina. Du coup, maintenant qu'on a une bonne définition des risques psychosociaux, comment pouvons-nous les identifier ? Alors, pour pouvoir prévenir les RPS au sein de votre entreprise, il est vraiment indispensable de pouvoir les identifier. Et donc, pour cela, je vais vous présenter différents leviers qui sont à votre disposition pour pouvoir les identifier. Donc, tout d'abord, vous pouvez réaliser un diagnostic par le biais de questionnaires ou d'enquêtes. Donc, en effet, l'identification des RPS au sein d'une entreprise repose en grande partie sur l'interrogation des travailleurs.
Et donc, vous avez ainsi la possibilité de réaliser un diagnostic par le biais de questionnaires ou d'enquêtes à destination des salariés et basés sur le volontariat. Donc, dans ce questionnaire, vous pouvez poser certaines questions qui sont relatives à la perception des salariés sur leur situation de travail ou leur niveau de stress ou même leur état de santé. Il y a multiples questions que vous pouvez poser sur ce sujet-là. Et donc, il est vraiment indispensable de garantir l'anonymat des réponses apportées par les salariés si vous souhaitez que ceux-ci se livrent sur leur ressenti, leur vécu et leur expérience de manière objective. Parce qu'en fait, les salariés qui souffrent de RPS ont généralement du mal à se confier au travail parce qu'ils ont peur des représailles ou parce qu'ils ont peur de ne pas être pris au sérieux. Donc, le fait de rendre le questionnaire anonyme, ça va vraiment leur permettre de se confier plus facilement. Donc, on a également un second outil qui est utile à l'identification des risques psychosociaux. Donc, c'est l'échange avec les managers. Parce que les managers ont généralement connaissance des situations opérationnelles qui peuvent conduire à l'exposition des salariés à des risques psychosociaux. En effet, en général, ils sont en mesure de constater le mal-être des collaborateurs, notamment lors des divers échanges qu'ils peuvent avoir avec eux. Et donc, pour identifier les risques psychosociaux au sein d'une structure, il est vraiment indispensable de favoriser le dialogue social avec les représentants du personnel qui sont présents au sein de votre entreprise. Donc, par exemple, le comité social et économique a la possibilité également de mener des enquêtes pour établir l'existence de RPS dans l'entreprise. Et donc, une fois que les résultats de l'enquête auront été analysés par le CSE, il peut être judicieux de vous associer à celui-ci pour prendre connaissance des indicateurs qui ressortent de cette enquête. Merci Malvina. Une petite question d'une de nos participantes justement sur le diagnostic. Oui. Existe-t-il des outils diagnostiques disponibles ou est-ce que c'est chaque entreprise qui va les créer elle-même? Ouais. Alors, vous pouvez créer tout à fait votre diagnostic. Je vais en parler après avec la mise en place justement d'un comité de pilotage où vous allez pouvoir créer un diagnostic ensemble. Mais il y a également des sociétés qui prévoient ces diagnostics qui sont déjà qui sont déjà tous faits. Donc là, vous pouvez les retrouver sur Internet. J'ai pas les noms en tête. Il y en a énormément. Donc c'est à vous de choisir en fait. Soit vous prenez une entreprise qui a déjà préparé les diagnostics, soit vous le faites vous-même avec les représentants des salariés ou même des salariés désignés en fonction de votre entreprise. C'est vraiment à votre choix. Merci Malvina. Du coup, comment mettre en place cette démarche de prévention? Alors, donc, en tant qu'employeur, vous avez, comme vous le savez, une obligation générale de sécurité. Donc, vous devez prendre les mesures qui sont nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de vos travailleurs. Donc, ces mesures, elles doivent comprendre des actions de prévention, des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, ainsi que la mise en place d'une organisation et des moyens adaptés. Donc, l'obligation de prévention des risques professionnels, donc des risques psychosociaux, va découler de l'obligation de sécurité qui vous incombe. Donc, pour assurer la prévention de ces risques psychosociaux, vous devez prendre en compte l'approche globale de la prévention des risques professionnels. Il n'y a rien de spécifique aux risques psychosociaux sur ce sujet-là. Et notamment, donc, vous pouvez retrouver les principes généraux de prévention dans le Code du travail. Donc, il y en a 9. Donc, je vais vous en citer quelques-uns, mais je vais pas tous vous les citer. Mais par exemple, il y a éviter les risques, évaluer les risques,
adapter le travail à l'homme ou encore planifier la prévention. Et donc, comme je vous l'ai dit, en dehors de ces obligations de sécurité et de prévention, rien n'est prévu par la loi concernant les RPS. En revanche, on a quand même les partenaires sociaux qui ont signé des accords nationaux interprofessionnels sur le stress au travail, le harcèlement moral et la violence au travail qui doivent nécessairement être appliqués au sein de votre entreprise. Et donc, pour assurer la protection de vos salariés, vous devez mettre en place certaines mesures. Donc, il y en a énormément, que vous pouvez mettre en œuvre, mais par exemple, vous pouvez sensibiliser l'ensemble du personnel sur l'importance des risques psychosociaux et leurs conséquences. Vous pouvez également réaliser une évaluation objective et régulière des RPS dans l'entreprise. Ou encore, vous pouvez mettre en place des actions de prévention qui sont adaptées en fonction des résultats de l'évaluation. Et donc, avant de mettre en œuvre le plan d'action de prévention des RPS, vous devez mettre à jour le document unique d'évaluation des risques professionnels. Donc là, c'est le cas comme pour tous les risques professionnels. L'employeur doit nécessairement évaluer les risques professionnels, donc qu'ils soient moraux, physiques, ou mécaniques ou autres. Dans tous les cas, il doit les évaluer. Donc, l'analyse de ces risques professionnels pesant sur la santé et la sécurité des salariés doit être inscrite au document unique d'évaluation des risques professionnels, donc le DUERP. Donc, c'est un document qui permet d'améliorer les conditions de travail en fonction des risques professionnels relevés. Donc, l'objectif est de repérer les facteurs à l'origine des RPS, leur importance, mais également identifier les groupes de salariés les plus à risque. Donc, comme vous le voyez sur la diapositive, mon collègue Kevin Lemoyec fera le point sur la manière d'établir le DURP et les obligations qui en découlent lors d'une webconférence le jeudi 8 juin prochain. Donc, si cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire. Donc ensuite, pour la mise en place de la démarche de prévention des risques psychosociaux dans l'entreprise, donc une fois que vous avez évalué les risques psychosociaux, vous pouvez alors mettre en œuvre les actions pour tenter de les réduire, voire même de les supprimer si cela est possible. Donc, en fonction du secteur d'activité de votre entreprise, de sa taille, mais également du budget que vous êtes prêt à investir dans la prévention des RPS, différentes actions peuvent être mises en place. Dans tous les cas, en général, la mise en place d'une démarche de prévention se fait en 5 étapes. Donc, je vais vous expliquer rapidement les 5 étapes à suivre. Donc, concernant la première étape, elle consiste à préparer la démarche de prévention des risques psychosociaux. Donc, vous devez en fait poser un cadre et des règles de fonctionnement tout en impliquant toutes les parties prenantes. Donc, pour cela, il est bien, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, de créer un comité de pilotage qui sera dédié à la prévention des RPS, où toutes les fonctions de l'entreprise seront représentées. Donc, ce comité de pilotage va permettre d'impulser une dynamique dans la démarche de management des RPS et de mener les actions de manière efficace et tout en respectant le planning prévu. Et alors, avec ce comité de pilotage et dans la mise en place de la démarche de prévention, les salariés doivent être consultés tout au long de la procédure. Ensuite, donc la seconde étape, vous devez analyser les situations de travail réelles, c'est-à-dire que vous devez analyser les RPS qui sont identifiés dans votre entreprise. Et c'est alors que, une fois que vous avez réalisé ces 2 premières étapes, donc pour la 3e étape, vous pourrez alors élaborer votre plan d'action. Donc, dans l'élaboration de votre plan d'action, il est nécessaire de trouver des solutions d'amélioration aux RPS identifiés, comme par exemple adapter le travail, faire en sorte de le rendre plus stimulant, définir les rôles et les responsabilités de chacun, mais également améliorer la communication, parce qu'on le sait, la communication
C'est très important dans les relations de travail. Pensez également à hiérarchiser les actions en fonction des RPS les plus importants et ceux qui sont le plus présents dans votre entreprise. Ça va vous permettre de prioriser et ce sera beaucoup plus efficace en fonction de votre entreprise. Et une fois que votre plan d'action est réalisé, donc si vous avez un comité de pilotage, vous allez pouvoir lui faire valider ce plan d'action. Ensuite, l'étape 4, donc elle consiste à mettre en œuvre le plan d'action. Donc là, si vous avez besoin d'aide, vous pouvez tout à fait désigner une ou plusieurs personnes au sein de votre entreprise pour en assurer sa bonne exécution. Et enfin, donc la dernière étape, donc pour terminer, il faut suivre et évaluer les actions qui ont été mises en œuvre pour pouvoir les ajuster si besoin. Et donc, je voulais vous préciser également que vous pouvez vous faire aider par différents intervenants, comme par exemple le CSE, le médecin du travail ou encore des salariés désignés. Et nous avons d'ailleurs des dossiers qui sont dédiés sur ces sujets-là, dont vous trouverez les liens dans le chat. Elodie va vous les faire parvenir. Merci beaucoup Malvina. On est passé du coup rapidement sur le DERP. N'hésitez vraiment pas, comme Malvina vous le disait, à vous inscrire à notre webconférence le 8 juin avec Kevin Lemoyec, où là, ce sera vraiment 45 minutes entièrement dédiées au document unique. Si une entreprise, du coup, ne met pas en place une démarche de prévention des risques psychosociaux, quelles sont les conséquences et les sanctions ? Oui. Alors, donc comme je vous l'ai dit précédemment, vous avez une obligation de sécurité et de prévention à respecter. Donc, c'est une obligation de résultat ou de moyens renforcés, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas y échapper. Donc, vous devez justifier avoir pris les mesures suffisantes pour protéger vos salariés d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Donc, la première conséquence du non-respect de votre obligation de prévention des risques psychosociaux va concerner la possibilité qu'un salarié qui souffre de RPS subisse un accident du travail ou même une maladie professionnelle. Et il faut savoir que la reconnaissance des risques psychosociaux par la sécurité sociale en tant que maladie professionnelle tend à augmenter. Et comme vous le savez et comme je vous l'ai dit précédemment, plus vous avez d'AT-MP dans votre entreprise et plus votre taux de cotisation AT-MP augmente. Mais également, en cas de manquement à votre obligation, vous pouvez faire l'objet de sanctions civiles et de sanctions pénales. En effet, il peut arriver que votre salarié estime être en situation de mise en danger de votre part et sans forcément qu'il y ait d'accident ou de maladie. Et ça ne change rien. Mais dans ce cas-là, il va pouvoir prendre acte de la rupture de son contrat de travail. Et donc, il pourra saisir le conseil de prud'homme afin d'obtenir la réparation du préjudice subi. Et donc, c'est vous qui devrez réparer le préjudice subi de la part du salarié. Donc, également, à la suite de tout manquement à l'obligation de sécurité, vous vous exposez à une réparation financière du préjudice subi devant le tribunal judiciaire pour une faute inexcusable. Donc, à savoir que la faute inexcusable, elle peut être établie lorsqu'il est prouvé que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Donc, pour vous donner un exemple, en 2012, donc dans une affaire, la Cour de cassation a retenu que l'employeur avait commis une faute inexcusable à l'égard de son salarié qui avait été victime d'un infarctus. Donc, l'employeur avait mis en place une politique de surcharge de travail et n'avait pas utilement pris la mesure des conséquences de leur objectif de réduction de coûts en termes de risque pour la santé des employés.
Donc, il faut savoir que le fait que le salarié ne vous informe pas de l'existence de pression qu'il subit et des conséquences sur son état de santé ne change rien au fait que vous commettez un manquement à votre obligation de sécurité. Et donc, c'est donc pour ça que vous devez bien mettre en place votre démarche de prévention des risques psychosociaux pour éviter cette situation. Merci beaucoup, Malvina, pour toutes ces informations. On va pouvoir passer du coup à vos questions. Je pense qu'on n'aura pas le temps de toutes les traiter. N'hésitez pas du coup à la poser directement via le lien qu'il y a dans la présentation et que vous avez également sur le chat. Nos juristes vous répondront gratuitement. Première question qui a été plébiscitée du coup par les participants. Oui. Comment prouver l'exposition au RPS ? Alors, c'est une question très compliquée parce que les RPS, c'est vraiment une question psychologique. Donc, prouver l'exposition à un RPS, c'est vraiment difficile. Il faut vraiment que vous essayiez de communiquer avec vos salariés, mais aussi avec vos managers. Il faut vraiment qu'en fait, ils se rendent compte de ce qui se passe au travail. Il faut essayer de voir si les salariés ont des changements d'humeur, est-ce qu'ils sont irritables, est-ce que une période, ils sont beaucoup plus fatigués. Enfin, c'est toutes ces choses-là. Et en fait, il n'y a pas... c'est pas possible c'est difficile en fait. Je le sais bien de remarquer les RPS et de les identifier dans l'entreprise, mais c'est toutes ces petites choses en fait qu'il faut faire et qu'il faut surveiller auprès des salariés pour essayer justement de les identifier au maximum. Merci Malvina. On retourne sur le DURP. Je pense que ça sera traité également dans la webconférence de Kevin en juin. Mais pour la partie RPS du DURP, est-ce qu'on doit traiter les RPS par unité de travail ou pour l'ensemble des salariés de manière globale ? Par unité de travail, c'est mieux. Parce qu'en fait, ça va dépendre. Les RPS, ils vont certaines fois être beaucoup plus présents sur une unité de travail que sur une autre. En fait, il faut vraiment analyser en fonction du poste de travail parce que certaines fois, un poste va avoir plus de charge de travail qu'un autre. Et donc, il faut vraiment le faire par unité de travail. Merci. Quid de l'employeur harcelé par un salarié? Est-ce que les RPS sont aussi pris en compte pour lui? Alors ça, c'est une question compliquée. Je pense que c'est mieux que cette question-là, on va essayer d'y répondre par écrit pour essayer de faire des recherches et d'apporter une réponse juridique parce que là, je ne saurais pas vous dire comme ça. N'hésitez pas du coup à poser votre question directement via le lien. De la même manière, on a pas mal de questions très spécifiques sur des cas particuliers de harcèlement. Je vous invite vivement à les poser directement via le lien. Nos juristes auront le temps de comprendre votre problématique et de vous répondre le plus précisément possible du coup. Juste un petit retour en arrière, Malvina. Est-ce que tu peux de nouveau citer les 6 facteurs de RPS au travail? Bien sûr. Alors, je reprends. Donc, le premier facteur, c'était les exigences au travail. Donc, par exemple, un travail complexe et intense, une surcharge de travail. Donc, l'exigence du travail où le salarié va certaines fois être stressé parce qu'il n'arrive pas à atteindre les objectifs fixés par l'entreprise. Donc ça, c'est le premier facteur. Donc ensuite, on a les exigences émotionnelles où donc le salarié, des fois, va se sentir obligé de cacher ses émotions dans certaines situations. Par exemple, s'il est face à des clients ou des fournisseurs, etc., et que, par exemple, il est en colère ou je ne sais quoi,
il va essayer de les cacher forcément. Et ça, c'est un des facteurs principaux des risques psychosociaux. Ensuite, on a du coup le manque d'autonomie et de marge de manœuvre. Donc là, c'est le cas où le salarié, alors s'il se sent trop surveillé, oppressé et qu'il n'a aucune marge de manœuvre, c'est-à-dire qu'il est tout le temps surveillé, il ne peut jamais faire pas ce qu'il veut, mais en gros, c'est toujours très carré et certaines fois, ça peut créer du stress pour le salarié et donc engendrer des risques psychosociaux. Ensuite, on a les mauvais rapports sociaux et les relations de travail. Donc là, c'est les mauvaises relations de travail avec soit des collègues, soit des supérieurs hiérarchiques. Et ça, quand ça arrive, c'est toujours compliqué pour le salarié de continuer à venir au travail sans être stressé. Donc voilà. Ensuite, en 5e facteur, on a les conflits de valeurs et la qualité empêchée. Donc là, c'est le cas où le salarié, donc les valeurs du salarié ne correspondent pas aux valeurs prônées par l'entreprise. Et dans ce cas-là, il perd son sens du travail. Il n'a plus forcément envie de travailler pour cette entreprise qui ne respecte pas ses valeurs. Et enfin, donc on a l'insécurité de la situation de travail. Donc, ça peut être le cas lorsque le travail est précaire. Donc, par exemple, temps partiel, contrat d'intérim, CDD, etc. Mais également des changements de qualification soudains. Donc, c'est-à-dire quand le salarié doit changer de qualification, mais qu'il n'a pas été prévenu au préalable. Mais également des retards dans les versements des salaires parce que certaines fois, ça arrive dans les entreprises et du coup, ça a créé une insécurité pour le salarié et donc forcément du stress. Voilà. Merci beaucoup, Malvina. Nous n'aurons pas le temps de répondre aux autres questions. Je vous invite vivement, encore une fois, à les poser via le lien que vous avez dans le chat. Nous vous y répondrons gratuitement. Pour aller plus loin, je vous invite vivement à télécharger le dossier rédigé par Malvina sur les risques psychosociaux dans l'entreprise. Vous allez avoir la réponse à 38 questions essentielles sur le sujet et 2 fiches express. Et également, pour aller plus loin, pour le DUERP, vous pouvez télécharger notre dossier, mais également un registre d'évaluation des risques professionnels et votre affichage obligatoire directement sur le site de Jury Travail. Vous avez les liens dans la présentation. Je vous remercie vraiment de votre participation. Merci beaucoup, Malvina, pour toutes ces informations très claires. Je vous donne rendez-vous du coup le 8 juin pour notre webconférence avec Kevin Lemoyec sur le DUERP. La webconférence est gratuite et nous vous attendons nombreux. Très bonne journée à tous et à bientôt. Merci, au revoir.